Elle a avoué à sa meilleure amie qu'elle mettait des choses dans ma nourriture quand je l'agaçais. C'était pendant un dîner chez nous. Je revenais des toilettes et j'ai tout entendu. Je suis retourné m'asseoir, j'ai terminé mon assiette aussi calmement que possible, puis j'ai pris la voiture et me suis rendu directement aux urgences pour faire des analyses toxicologiques. La police l'a arrêté après avoir reçu les résultats du laboratoire. Moi, homme de 29 ans, j'ai besoin de sortir ça de ma poitrine, car je n'arrive toujours pas à croire que cela m'est réellement arrivé. Il y a environ 3 semaines, j'ai découvert que ma compagne depuis 4 ans m'empoisonnait. Pas de manière théâtrale, comme une méchante de cinéma, mais d'une façon discrète et calculée, qui me glace le sang chaque fois que j'y repense. Nous vivions ensemble depuis 2 ans. Madison me semblait parfaite. Belle, intelligente, elle travaillait comme représentante commerciale dans le secteur des dispositifs médicaux. Elle cuisinait très bien et tenait toujours à préparer le dîner. Un détail que je n'ai pas su remarquer à temps. Le dîner qui a tout fait basculer était censé être simple. Madison avait invité sa meilleure amie, Jenna. Je préparais les apéritifs dans la cuisine quand j'ai été pris d'une envie pressante. Notre salle de bain se trouve juste à côté de la salle à manger, les murs sont fins, j'ai entendu toute leur conversation. « Tu continues encore ?» demanda Jenna à voix basse mais claire. Madison a ri, un vrai rire léger. Seulement quand il me tape sur les nerfs, ce qui est, souvent. Qu'est-ce que tu mets dans sa nourriture? Ça dépend de mon humeur. Parfois juste des laxatifs de la pharmacie, parfois je réduis mon Stilnox en poudre. Stilnox, nom commercial du zolpidem en France, un somnifère prescrit. Une fois, j'ai utilisé des bêta-bloquants de ma mère, quand il a oublié notre anniversaire. Ma main s'est figée sur la poignée de la porte. Bon sang, Mads. Ce n'est pas comme si je voulais le tuer, répondit-elle, je veux juste le dresser, comme un chien. Du renforcement négatif? Ça marche. Il est devenu beaucoup plus attentif, il n'a rien oublié depuis des mois. Et quand il ne se sent pas bien, il reste à la maison. 2 bénéfices en un. Je suis resté planté là, le cœur battant. Tout s'est remis à défiler dans ma tête, les douleurs à l'estomac sans explication, les vertiges, le jour où je me suis évanoui après une dispute sur des messages envoyés par son ex, la visite aux urgences à l'époque où aucun médecin n'avait su expliquer ce qui m'arrivait. Je suis retourné à table aussi détendu que possible, j'ai repoussé un peu la nourriture dans mon assiette, j'ai souri, j'ai ri à leurs blagues. Madison n'arrêtait pas de me toucher le bras, de me demander si j'allais bien. « Tu es tout pâle, mon cœur. »« Juste fatigué, » lui ai-je dit. Après le départ de Jenna, je l'ai aidé à faire un peu de rangement, je l'ai embrassé pour lui souhaiter bonne nuit. Une fois qu'elle s'est endormie, j'ai pris la voiture et suis allé directement aux urgences. J'ai besoin d'un dépistage toxicologique, ai-je dit au personnel. Je pense avoir été empoisonné. Le visage de l'infirmière a changé dès que j'ai expliqué. À partir de là, ils m'ont pris très au sérieux. On m'a fait une prise de sang immédiatement, car certaines substances se métabolisent rapidement. Ils ont aussi prélevé un échantillon d'urine. Le médecin a précisé que pour détecter une exposition prolongée, il faudrait faire des analyses capillaires dans un laboratoire spécialisé. En attendant les premiers résultats, j'ai appelé mon frère, qui est avocat. Je lui ai tout raconté. Il m'a dit aussitôt, ne rentre surtout pas chez toi. Prends une chambre d'hôtel maintenant. Les résultats sanguins sont revenus. Ils ont révélé la présence de zolpidem, Stilnox, à une dose suffisante pour provoquer une altération de l'état de conscience, mais pas une surdose. Le médecin avait l'air inquiet. Cela correspond à une ingestion récente, dans les 12 à 24 dernières heures. Et pour une exposition prolongée à d'autres substances? Il faudrait des tests plus poussés, analyse de cheveux, prise de sang répétée. Mais ce que nous avons là est suffisant pour faire un signalement. À 3 heures du matin, j'ai déposé plainte. J'ai raconté aux policiers tout ce dont je me souvenais de cette soirée. L'enquêtrice de garde, une femme à l'air exténué nommée Chen, a pris l'affaire bien plus au sérieux que je ne l'aurais imaginé. Les cas d'empoisonnement sont rares, m'a-t-elle dit, mais ils constituent des délits graves. Il nous faut des preuves. Pouvez-vous enregistrer une éventuelle confession? C'est légal ici? Oui, dans cet état, il suffit que l'un des 2 participants consente à l'enregistrement. Mais il nous faudra plus qu'un simple enregistrement. Le lendemain, pendant que Madison était au travail, j'ai discrètement placé mon téléphone pour enregistrer l'appel, puis je l'ai contacté. « Chérie, je me sens encore mal, comme la fois après notre dispute d'anniversaire. Tu as mis quelque chose dans mon plat hier soir? » Long silence. « Pourquoi tu me demandes ça?
Jenna avait l'air étrange en partant. Elle a dit un truc du genre, fais attention à ce que tu manges. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Madison a ri nerveusement. Tu es parano, peut-être que tu as l'estomac fragile. Peut-être. Et, où est passé le Malox? Malox, médicament courant pour troubles gastriques en France, à sa place habituelle, dans l'armoire à pharmacie, à gauche. Repose-toi mon cœur. J'ai trouvé bien plus que du Malox. Derrière ces tampons, il y avait des flacons de médicaments. Certains à son nom, d'autres au nom de sa mère. Des gélules vides, des résidus de poudre. J'ai tout photographié, puis j'ai soigneusement remis les objets exactement comme ils étaient. L'enquêtrice m'a demandé de faire un achat contrôlé dans une pharmacie pour acheter des gélules vides, puis les résidus trouvés dans la cachette de Madison ont été envoyés en analyse. Les analyses ont révélé la présence de plusieurs substances. Grâce à cela et aux résultats obtenus aux urgences, ils ont obtenu un mandat. Madison a été arrêté à son bureau 3 jours plus tard. Ses collègues ont assisté, stupéfaits, à son interpellation menottée. Elle m'a appelé depuis la prison en sanglots. C'est insensé, je ne t'ai jamais empoisonné. Tu es peut-être allergique à quelque chose. J'ai raccroché. Ses parents ont engagé un bon avocat, ont tenté de faire requalifier les accusations, en affirmant qu'il s'agissait d'un problème de santé mentale, un appel à l'aide. Le procureur, cependant, a ordonné une expertise plus poussée. Les gélules vides contenaient ses empreintes digitales et de l'ADN provenant de salive. Difficile à expliquer. 2 semaines se sont écoulées depuis son arrestation. Je croyais que le plus dur était derrière moi. J'avais tort. Madison a été libérée sous caution. Ses parents ont versé $50 000. Parmi les conditions imposées, interdiction de tout contact avec moi et remise de son passeport. Mais cela ne l'a pas empêché d'essayer. Des fleurs envoyées à l'hôtel où je logeais, des courriels sur mon adresse professionnelle, des messages transmis par des amis communs. Elle voulait simplement s'expliquer. Tu exagères. Tous les couples traversent des périodes difficiles. Des périodes difficiles, vraiment? Je suis retourné à l'appartement avec mon frère, accompagné par un agent de police, pour récupérer mes affaires. Madison y était venue malgré l'ordonnance d'éloignement. Mon installation de jeux vidéo avait été détruite, mes écrans brisés, la console en morceaux. Tous mes vêtements étaient ruinés par de l'eau de Javel. Mais le pire, c'est qu'elle avait laissé un dîner sur la table. Mon plat préféré. Avec un petit mot, préparé avec amour, comme toujours. L'agent a tout photographié, puis a signalé la scène comme une violation de l'ordonnance de protection. D'autres charges ont été ajoutées. Ma santé, quant à elle, ne s'est pas miraculeusement rétablie. Le cardiologue a détecté des irrégularités du rythme cardiaque, compatibles avec une exposition prolongée aux bêta-bloquants. Rien d'immédiatement dangereux maintenant que je n'en prends plus, mais une surveillance est nécessaire. Le gastro-entérologue, lui, estime que les abus de laxatifs ont causé des symptômes similaires au syndrome de l'intestin irritable, qui pourrait persister pendant plusieurs mois. Je suis un régime strict et je prends des médicaments. Mon frère documente tout en vue d'une action civile. Les factures médicales s'élèvent déjà à $18 000 et continuent d'augmenter. Puis Jenna m'a contacté. Elle m'a dit qu'elle avait des informations que je devais connaître. Nous nous sommes retrouvés dans un café, avec mon frère présent. Elle avait l'air terrorisée. Ce n'est pas la première fois, a-t-elle dit. L'ancien petit ami de Madison, Tyler, avait présenté les mêmes symptômes. Il pensait souffrir de la maladie de Crohn. Tout a disparu après leur rupture. Pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Je pensais qu'elle exagérait. Comme quand elle disait qu'elle avait rayé la voiture de son ex au lycée. Je n'ai réalisé que c'était réel que ce soir-là. Je suis désolé. Elle m'a donné le numéro de Tyler. Je l'ai appelé le soir même, mon frère écoutait en haut-parleur. Ses premiers mots ont été « Mec, fuis ». Il a perdu environ 15 kilos pendant leur relation. Problèmes intestinaux constants. Les médecins avaient tout testé, sans résultat. Elle était adorable quand j'étais malade, toujours aux petits soins. Tu as jamais soupçonné quelque chose? Non. Pour moi, elle était parfaite, attentionnée. Je croyais être atteint d'un trouble inconnu. Mais tout a disparu dans le mois qui a suivi notre séparation. Mon frère a tout noté. Encore des preuves. L'avocat de Madison a tenté une nouvelle stratégie, affirmé que j'étais contrôlant, que l'empoisonnement était une forme de légitime défense, qu'elle avait peur de moi. Problème avec cette version, je suis souvent en déplacement professionnel, parfois dans d'autres régions,
à plusieurs centaines de kilomètres. Difficile de contrôler qui que ce soit à cette distance. Entre-temps, la détective a mis la main sur quelque chose d'intéressant dans le passé de Madison, des rapports de la police universitaire datant de ses années d'études. 2 anciens compagnons avaient signalé des symptômes suspects. Aucune poursuite n'avait été engagée, mais le schéma se répétait. Le procureur a donc ajouté des charges supplémentaires, notamment pour la destruction de biens dans l'appartement et la violation de l'ordonnance judiciaire. Elle faisait désormais face à plusieurs chefs d'accusation criminels. C'est à ce moment que le harcèlement de sa famille s'est intensifié. Sa mère a appelé la mienne en pleurant. Son père s'est présenté directement au cabinet d'avocat de mon frère. C'est une fille bien. Elle aime votre frère. Il ne faut pas qu'il détruise sa vie pour un simple malentendu. Un malentendu, vraiment? J'ai commencé une thérapie. Le syndrome de stress post-traumatique, c'est bien réel, surtout quand la personne en qui vous aviez confiance vous empoisonne. Je ne peux plus manger quoi que ce soit que je n'ai pas préparé moi-même. Les restaurants sont exclus. Sortir avec quelqu'un, impensable. Faire confiance, impossible. L'annonce de grossesse de Madison est arrivée par l'intermédiaire de son avocat. Elle était enceinte de 3 mois, exigeait que j'assume mes responsabilités. Un seul problème, j'ai subi une vasectomie il y a 2 ans. Je ne lui en avais jamais parlé, car nous étions d'accord pour ne pas avoir d'enfant. Mes dossiers médicaux ont rapidement mis fin à cette accusation. La chronologie correspondait à une conférence professionnelle à Las Vegas, celle où elle était injoignable pendant tout un week-end. L'avocat a changé de stratégie, elle devenait maintenant une femme enceinte, menacée de prison, manipulée par un homme plus âgé. J'ai littéralement 6 mois de plus qu'elle. Il prétendait que j'avais caché ma stérilité pour la piéger. Des acrobaties mentales dignes des meilleurs scénaristes. La date du procès a été fixée à dans 6 mois. Son avocat a multiplié les demandes de report, espérant que je flancherais, que je retirerais ma plainte ou que j'accepterais un arrangement. Je n'ai pas cédé. 8 mois après l'arrestation, nous sommes enfin allés au procès. L'avocat de Madison avait épuisé tous les moyens de retarder l'audience, mais nous y sommes parvenus. Madison est arrivée vêtue comme une institutrice d'école maternelle, robe à fleurs, gilet tricoté, cheveux tressés. Enceinte de 7 mois. Son avocat, Maître Brennan, était redoutable, probablement en train de ruiner les économies de ses parents. Le procureur a commencé avec force. Résultats toxicologiques montrant du zolpidem dans mon organisme. Photos des cachettes où les pilules étaient dissimulées. Dossier des urgences couvrant 2 années, 17 visites pour symptômes inexpliqués. Les dates correspondaient aux messages échangés lors de nos disputes. L'appel enregistré où elle ne nie rien, se contentant d'esquiver. Puis Brennan m'a interrogé. Monsieur Davison, vous avez enregistré ma cliente à son insu. Chez moi, dans mon propre appartement, après avoir découvert que j'étais peut-être empoisonné. Vous affirmez avoir entendu cette conversation sur l'empoisonnement, mais vous n'avez pas immédiatement prévenu la police? J'avais besoin de preuves. J'étais malade depuis 2 ans sans explication. Vous êtes donc allé aux urgences en demandant un test toxicologique. Comment saviez-vous ce qu'il fallait rechercher? Je ne savais pas. J'ai simplement rapporté ce que j'avais entendu, et ils ont effectué des analyses complètes. Il a essayé de me faire passer pour paranoïaque, a suggéré que les médicaments avaient été placés là pour piéger Madison, que je l'avais accusée par vengeance parce qu'elle attendait l'enfant d'un autre. Le procureur a immédiatement démonté cette thèse. La chaîne de possession des preuves était solide. Les flacons d'ordonnance portaient les empreintes digitales et l'ADN de Madison. Les registres de la pharmacie montraient qu'elle avait acheté des gélules vides à 6 reprises en 2 ans, avec sa carte bancaire et son compte fidélité. Tyler, l'ancien compagnon, a témoigné par visioconférence depuis Seattle. Il a décrit ses symptômes, perte de poids, palpitations, nausées permanentes. Comment Madison insistait toujours pour cuisiner. Comment elle lui préparait des infusions pour soulager son estomac. Elle était tellement attentionnée quand j'étais malade, a-t-il dit. Elle me tenait dans ses bras quand je faisais des crises d'angoisse, m'a conduit 2 fois aux urgences. Je pensais qu'elle était la meilleure petite amie du monde. Madison a souri à ce moment-là. Plusieurs jurés l'ont remarqué. Un agent de la police universitaire a témoigné à propos de 2 rapports déposés pendant ses études. 2 anciens petits amis avaient signalé des symptômes similaires. Les 2 allaient mieux après la rupture. Aucune enquête n'avait été menée à l'époque, seulement des signalements enregistrés. Jenna a témoigné pour l'accusation. Maître Brennan s'y est opposé avec vigueur. Elle a répété mot pour mot la conversation avec Madison.
L'avocat a tenté de faire croire qu'il s'agissait d'humour noir entre amis, sorti de son contexte. Quel contexte rend drôle le fait d'empoisonner quelqu'un, a demandé le procureur lors du contre-interrogatoire. Aucun, a murmuré Jenna. J'aurais dû parler plus tôt. Le toxicologue a été accablant. Il a expliqué comment les bêta-bloquants affectent un cœur en bonne santé, comment leur combinaison avec des somnifères peut provoquer des chutes dangereuses de la tension artérielle. Comment le schéma des substances trouvées indiquait une personne avec des connaissances médicales. Ce n'est pas quelqu'un qui prendrait des pilules au hasard, a-t-il témoigné. C'est une démarche calculée. Les doses étaient suffisantes pour provoquer des symptômes, mais pas la mort. Cela demande à la fois des connaissances et de la planification. C'est à ce moment-là que tout a basculé, Madison a demandé à témoigner. Maître Brennan s'y est opposé farouchement. Le juge a convoqué les deux parties pour une conférence privée. Madison a insisté sur son droit de témoigner. Elle a pris la barre, l'air fragile, une main posée sur son ventre. Oui, j'ai donné des médicaments à Jacques, dit-elle doucement, mais pas pour lui faire du mal. Il souffre d'anxiété sévère et refuse toute aide. Je travaille dans la vente de produits médicaux, je connais bien ses traitements. Je voulais seulement l'aider. Le contre-interrogatoire du procureur a été implacable. Vous lui avez donné des bêta-bloquants pour traiter son anxiété? Son cœur s'emballait pendant ses crises de panique. L'avez-vous informé? Il aurait refusé de se faire soigner. Donc vous l'avez drogué sans son consentement? Je l'ai soigné pour l'aider. Quel diplôme médical possédez-vous? Je travaille avec des médecins tous les jours. Je connais ces médicaments. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Quel diplôme médical avez-vous? Aucun. Et les laxatifs? Il avait une alimentation déséquilibrée. Je l'aidais à digérer. En provoquant une diarrhée chronique? En régulant son système. Elle commençait à perdre contenance. Le masque de douceur se fissurait. Mademoiselle Conway, comment expliquez-vous l'association de somnifères et de bêta-bloquants? Il avait besoin de repos. Le toxicologue a affirmé que cette combinaison pouvait être fatale. J'étais prudente avec les doses. Donc vous admettez avoir calculé les doses de plusieurs substances à administrer à votre compagnon à son insu? Elle s'interrompit, regarda son avocat. Il était impassible. Je souhaite clarifier ma déclaration précédente. Trop tard. Le jury a tout entendu. Ses parents ont ensuite témoigné à titre de témoins de moralité. En larmes, ils ont parlé de leur fille, une bonne personne, toujours soucieuse d'aider les autres, qui avait fait du bénévolat à l'hôpital au lycée. Lors du contre-interrogatoire, le procureur s'est tourné vers la mère. Madame Conway, saviez-vous que votre traitement cardiaque a été retrouvé dans l'organisme de Monsieur Davison? Ma fille ne volerait jamais mes médicaments. Votre ordonnance était renouvelée tous les mois. Avez-vous remarqué des comprimés manquants? Il m'arrivait parfois de finir plus tôt. Combien de temps plus tôt? Une semaine, peut-être 2. Tous les mois. Pas tous les mois. À quelle fréquence alors? Je ne me souviens plus. Vous ne vous souvenez pas avoir manqué régulièrement de votre traitement cardiaque? Le père a tenté de redresser la situation, parlant de l'enfance difficile de Madison, de ses troubles d'apprentissage, de sa nature protectrice envers ce qu'elle aimait. Protectrice, a répété le procureur. C'est ainsi que vous appelez le fait d'empoisonner quelqu'un. Objection. Objection retenue. Mais le message était passé. L'expert médical de la défense a soutenu que les doses n'étaient pas létales, et que Madison avait agi avec maladresse, mais sans intention criminelle. Le procureur l'a anéanti lors du contre-interrogatoire. Non létal ne signifie ni sûr, ni légal. Les plaidoiries finales étaient limpides. Le procureur, Madison m'a empoisonné de manière systématique pour prendre le contrôle. Elle l'a déjà fait auparavant. Elle n'a montré aucun remords. La défense, une tentative mal orientée d'aider. Pas d'intention criminelle. Pensez à l'enfant à naître. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Coupable. 2 chefs d'accusation d'agression au premier degré. Un chef de falsification de produits destinés à la consommation. Un chef de harcèlement. Plusieurs chefs de violation d'ordonnances de protection. Madison ne s'est pas effondrée cette fois. Elle m'a fixé avec une haine froide pendant la lecture du verdict. Sa mère s'est mise à hurler. Son père a dû être maîtrisé alors qu'il tentait de se précipiter vers la tribune du jury. Le prononcé de la peine a eu lieu la semaine dernière. Dans cet état, l'agression au premier degré est punie de 5 à 20 ans de prison.
Le procureur a requis 15 ans, en raison du schéma comportemental et de l'absence totale de remords. La défense a plaidé la clémence, invoquant la grossesse, les difficultés psychologiques, et les intentions prétendument bienveillantes de Madison. Lors de l'audience, Madison a pris la parole. Le masque était tombé. « Je ne regrette rien », a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux. Jacques était brisé. Je l'ai réparé. Chaque fois qu'il était malade, il avait besoin de moi, il dépendait de moi. Nous étions plus proches que jamais. Je savais exactement ce que je faisais. Je l'ai rendu meilleur. Je l'ai rendu à moi. Le visage du juge est resté de marbre. Mademoiselle Conway, vous venez de confesser une agression préméditée et méthodique. Vous n'avez montré aucun remords. Vous affirmez que vos actes étaient justifiés. Ce tribunal s'inquiète profondément de la menace que vous représentez pour la société. Le juge a condamné Madison à 12 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle dans 8 ans en cas de bonne conduite. Ses parents ont hurlé dans la salle d'audience. Sa mère m'a accusé d'avoir tué son petit enfant en envoyant Madison derrière les barreaux. Les agents de sécurité ont dû les faire sortir de force. Le père de l'enfant est finalement apparu pendant le procès civil. Un cardiologue marié, rencontré lors de la conférence à Las Vegas. Son épouse ne l'a pas bien pris. Il ne veut plus rien avoir à faire avec l'affaire. Il a renoncé à tous ses droits parentaux immédiatement. Le tribunal m'a accordé 247 000 $ pour les frais médicaux, la thérapie, les pertes de salaire et les souffrances endurées. Madison n'a que 3 000 $ d'économie et une BMW en leasing. L'assurance habitation de ses parents a refusé toute couverture, les actes criminels délibérés ne sont pas pris en charge. Mon avocat prévoit de saisir ses salaires futurs, mais en réalité, je sais que je ne reverrai jamais cet argent. Je suis en thérapie 2 fois par semaine. Je ne peux toujours pas manger ce que je n'ai pas cuisiné moi-même. Le mois dernier, j'ai tenté d'aller au restaurant. J'ai tenu jusqu'aux entrées, puis la panique m'a submergé. Le serveur a été compréhensif. Mon rendez-vous, elle, m'a écrit plus tard pour dire que j'avais trop de bagages. Elle n'avait pas tort. Heureusement, mon travail est compréhensif. Je suis désormais en télétravail complet. Mon supérieur m'a dit que mes évaluations de performance n'avaient jamais été aussi bonnes. Il faut croire que je suis plus productif, quand je ne suis pas empoisonné chaque semaine. Parfois, j'échange quelques messages avec Tyler. Il va bien. Il est marié, a 2 enfants, et une belle carrière. Il m'a confié qu'il lui avait fallu 3 ans pour réussir à manger un repas préparé par sa femme. Il ne boit toujours pas de thé. Tu as sauvé d'autres victimes, m'a-t-il écrit. J'aurais dû parler, moi aussi. J'ai découvert sur Facebook que Madison avait eu une fille. Ce sont ses parents qui l'élèvent. Ils publient déjà des photos de leur petite fille miracle et affirment que maman reviendra bientôt à la maison. Cet enfant grandira en croyant que sa mère est une victime. Parfois, je me demande si j'aurais dû simplement partir ce soir-là. Tout laisser, disparaître. La laisser empoisonner quelqu'un d'autre. Mais ensuite, je pense à Tyler. À ses anciens compagnons à l'université. À celui ou celle qui aurait pu être le prochain. Mon frère me dit que j'ai fait ce qu'il fallait. Mon thérapeute dit que je progresse. Ma mère dit qu'elle m'avait prévenu, Madison était trop intense. Ils ont sans doute tous raison. Madison continue de m'écrire depuis la prison. Je n'ouvre pas ses lettres. Je les envoie directement à mon avocat. Pourtant, elle insiste. Et les enveloppes sentent encore son parfum. Les gardiens sont censés empêcher cela. Mais certaines passent entre les mailles. Jenna m'a contacté la semaine dernière. Elle aussi est en thérapie. La culpabilité la ronge. Elle voudrait me voir, s'excuser, peut-être partager un dîner. Mais non. Je ne mangerai plus jamais ce que quelqu'un d'autre prépare. Peut-être jamais. La paranoïa est bien réelle. À chaque crampe d'estomac, chaque mal de tête, chaque vertige, je me demande, est-ce qu'il y avait quelque chose dans mon café? Est-ce que j'ai raté un détail? Est-ce que quelqu'un d'autre recommence? Mon thérapeute me dit que c'est normal. Que l'hypervigilance est attendue après un empoisonnement prolongé. Que la confiance reviendra. Un jour. J'ai 30 ans aujourd'hui. Je recommence tout depuis zéro. Nouvel appartement. Nouvelle serrure. Nouvelles habitudes. Les parents de Madison passaient si souvent devant mon ancien logement que j'ai déménagé. Je ne me cache pas. Je suis juste prudent. À vous qui lisez ceci, écoutez votre instinct.
Si vous tombez malade quand vous êtes avec une seule personne. Si votre santé s'améliore quand elle n'est plus là. Si elle insiste pour toujours cuisiner. Si elle se fâche quand vous mangez ailleurs. Partez. Ne cherchez pas de preuves. Ne rationalisez pas, partez. L'amour ne devrait jamais vous rendre malade. L'attention ne devrait pas avoir de conditions. L'aide ne devrait jamais être imposée. Et peut-être, gardez quelques bandelettes de test à portée de main. On en trouve en ligne maintenant. Elles détectent les substances les plus courantes. Juste au cas où. Je ne vous dis pas d'être paranoïaque. Je vous dis d'être prudent. Parce que Madison semblait parfaite. L'ex de Tyler semblait parfaite. Les garçons de la fac croyaient avoir trouvé la compagne idéale. La perfection n'existe pas. Mais les empoisonneurs, eux, existent vraiment.